Nā poro I hau te whenua nei, iaura nā tātou te whariri a I te imhana. E o pau atu o lowai nei te tuhu anō tiperu ino te whariri atu I te ieru rahua o Sebastian he tātou mat I te mei te mopeni tāne whainini mei I te I tuhu ai prohiara hamani laba. Hou ara mat I te mei tātou te mopro api te whainini hia mei e shikita te iwa daruzes. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Aujourd'hui, le vice-président du pays Teva Rohfritsch a présenté le plan de relance économique du gouvernement ce matin. C'est toujours en cours d'ailleurs en ce moment même. Les prévisions budgétaires sont alarmantes, moins 15 milliards dans les caisses du pays depuis la crise du Covid. C'est ce qu'a annoncé Teva Rohfritsch. On voit tout de suite les grandes lignes de ce plan de relance avec Lucille Guichet qui est en direct de la présidence. Non, je ne réponds pas pour le débat. Oui, le pays doit faire face à la réalité des chiffres. Aujourd'hui, des dépenses supplémentaires et une baisse des recettes fiscales. Le PIB devrait perdre 100 milliards de francs cette année. Le gouvernement vient donc de présenter son plan de relance pour les 5 années à venir. Il vient juste de terminer cette présentation. Le fonctionnement, d'abord, avec l'argent récolté par les impôts pour financer les emplois, l'économie et la solidarité. Et puis l'investissement, ensuite, avec 56 milliards d'emprunts. 28 milliards ont déjà été empruntés à l'AFD en juillet dernier. Un deuxième volet est en négociation avec l'État. Le président Edouard Fritsch est avec nous ce midi. Président, bonjour. Finalement, il est nécessaire de passer par un emprunt. Oui, de toute façon, il sera non seulement nécessaire, mais il sera indispensable que nous puissions accéder à des bailleurs de fonds, donc à un emprunt, pour ne serait-ce financer nos opérations d'investissement, puisque, comme vous venez de le rappeler, nous allons monter à 30 milliards pratiquement le rythme d'investissement annuel au niveau de la commande publique, ce qui fait pratiquement 10 milliards de plus de ce que l'on fait habituellement. Et ce financement sera assuré effectivement par des emprunts. Restera à voir les besoins nécessaires pour le pays qui sera appelé pour financer toutes les mesures de solidarité, toutes les mesures de soutien à l'emploi, puisque effectivement là-dessus les financements sont d'origine, proviennent du fonctionnement. Et le financement du fonctionnement ne peut pas se faire sur emprunt, il ne peut se faire que sur fonds propres. Donc effectivement là, il y a une difficulté à gérer si nous n'arrivions pas, si la situation par exemple s'aggravait, effectivement nous ne pourrions pas faire face aux engagements que nous avons pris vis-à-vis du DIES, du DZT, etc. Il faudra à ce moment-là compter sur la deuxième tranche qui est attendue de l'emprunt de l'État, puisque c'est le seul emprunt dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui et qui nous permettrait de financer du fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes pessimiste quant à l'avenir économique du pays? Non, je pense qu'effectivement, on va aller au-devant. Ce mois de septembre va être un mois terrible pour nous. On va aller au-devant de grosses difficultés, mais je ne crois pas que ces difficultés soient insurmontables. En tous les cas, nous faisons la démonstration au travers de ce plan de relance que tant au niveau de la solidarité, du sauvetage de l'emploi, du sauvetage des entreprises, qu'au niveau des investissements futurs, nous serons au rendez-vous. Sauf naturellement, et c'est un petit peu la surprise avec ce virus que nous ne maîtrisons pas, sauf si la situation s'aggrave. Merci Edouard Fritsch d'avoir été avec nous ce midi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les grandes lignes de ce plan de relance 2025 pour un petit peu pallier la baisse du PIB, qui ont été durement impactés par la baisse des cotisations sociales. Tout cela dans un contexte de crise mondiale. Il faudra faire preuve de résilience, a déclaré le président Edouard Fritsch. Merci beaucoup Lucille Guichet ainsi qu'à Hiro Terurutua pour ce direct. Et puis cette convention qui pourrait peut-être soulager le gouvernement. Le pays a décidé de confier la gestion des aérodromes de Bora Bora, Ayatea et Rangiroa à l'aéroport de Tahiti. La convention entre le ministre Jean-Christophe Bouissou et le directeur de l'ADT Jean-Michel Ratron a été signée ce matin au ministère du Logement. Le pays projette à terme d'ouvrir des liaisons aériennes directes entre les aérodromes de Bora Bora, Rangui et Nukuhiva vers l'international pour désengorger d'une part l'aéroport de Tahiti et surtout booster le tourisme dans les archipels. Écoutez les précisions du ministre recueillies par Inacio Raveino et Jacques Damour. On a bien compris aujourd'hui la nécessité d'ouverture de nos archipels sur l'international. On ne peut plus continuer à tout concentrer sur l'île de Tahiti au travers d'un aéroport, d'un port,
Et si on veut développer les marquises, il faut rattacher les marquises à l'intérieur de packages provenant des États-Unis et notamment de Hawaï, et faire en sorte que les marquises soient aussi un intérêt touristique dans le cadre du circuit de ces touristes. C'est pareil pour Anguirua. Ce qui change, c'est que jusqu'à présent, nous avions un contrat de gestion avec l'État français et qu'à partir du 1er octobre, donc, nous sommes en contrat de gestion avec le pays. Les modalités contractuelles sont les mêmes, les modalités économiques sont les mêmes, donc ça ne changera pas grand-chose pour nous en tant qu'opérateurs. Et nous aurons évidemment toujours la même volonté de continuer à assurer la maintenance des installations et la sécurité aéronautique et les services aux passagers que nous assurons aujourd'hui dans ces 3 aéroports. Au chapitre social, vous le savez, le préavis de grève déposé vendredi dernier par les syndicats O'Oit-Orima, la CSTPFO et la CSIP fait craindre le pire. Après avoir reçu les syndicats hier après-midi, le haut-commissaire s'est ensuite entretenu avec les patrons. Objectif, éviter bien sûr cette grève qui risque de faire couler les entreprises. Les syndicats des salariés exigent une meilleure protection des employés. De leur côté, les patrons acquiescent. Je vous propose d'écouter Christophe Play et Olivier Cressman au micro de Jacques Damour. Il faut c'est comprendre que plus le nombre de cas va augmenter, plus il va y avoir de tests, plus on va essayer de rechercher des gens autour d'un nombre de cas. Et donc on va immobiliser des personnes qui ne vont pas pouvoir aller au travail ou à qui on va conseiller de rester chez eux. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un vide. Et ces gens-là, avant de monter une caisse de chômage, il faut commencer à penser comment ces gens-là, on les rémunère. Si quelqu'un est arrêté 14 jours, il a un demi-mois de salaire en moins. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il faut régler ces problématiques-là. Dans la propagation, on va suivre cette courbe-là et il faut qu'on ait des discussions avec le gouvernement franches et honnêtes sur la prise en charge de ces personnes. Il y a toute une dimension économique qui est à prendre en compte. Et ce que nous avons exprimé au niveau du MEDEF, c'est effectivement la nécessité aujourd'hui qu'on clarifie les choses sur comment on pratique les éléments en termes notamment des personnes de contact. Le problème, il est là économiquement. On a des personnes de contact qui vont être invitées par la veille sanitaire à arrêter de travailler. Il faut établir des protocoles en fonction de ces cas contacts. Il y en a 3, forts, moyens et faibles, et que ces protocoles s'appliquent partout. Il n'y a pas le secteur entreprise, il y a aussi toute l'administration qui est concernée. Ça, c'est une façon de gérer les impératifs sanitaires et aussi gérer les impératifs de droit du travail et économique. Et l'une des conséquences directes d'une éventuelle grève générale serait des licenciements. Illustration dans la compagnie Air Tritinui, selon Michel Monvoisin, son PDG, un plan de départ volontaire est déjà en cours depuis le confinement. Si la grève est effective mardi prochain, il devra se séparer de 50% de son personnel, ce qu'il veut à tout prix éviter. On l'écoute, il répond à Ibrahim Ahmedazi dans le cadre de l'invité café. Les analyses de la IATA, vous savez, l'association des transporteurs aériens dans le monde, a été très claire sur le sujet. 70% des passagers renoncent à leur voyage dès lors qu'il y a une quatorzaine ou une quarantaine à l'arrivée. Ça veut dire que pour nous, c'est très simple. Si on remet une quatorzaine, dans ces cas-là, je pense que 2 avions seront mis au sol et on fera un vol de continuité tous les 10 jours sur Paris. Ce qui fait que pour ATN, à peu près, ça serait, il faudra envisager de se séparer d'à peu près de la moitié du personnel, à peu près 50% du personnel. C'est pour ça que je trouve très étonnant que des syndicats veulent détruire de l'emploi comme ça à ce point-là. Habituellement, les syndicats, c'est fait pour protéger l'emploi. Les nôtres, je pense que c'est une spécificité unique au monde, ils veulent détruire de l'emploi. C'est merveilleux. Voilà un dossier à suivre et c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit, à tout de suite pour votre journal en Réautéti. Oerema, o toat oe tō te mau mutua te awharime, te tap o no te arwha. I riti tātou i te iwe a e te tarena am hautar a imir a fofa, I wawohia mai e te mono perititeni a te waro fridge, in ha ua papa urua a te mau awhata te hauwhenua, e titauhia i a tātou, i a tarhau. Belinda tumatariri tō mātou te tiarua tui te nei, in ha te tamono rā te ienei rurura, te ienei wauwaura, e ha te mau reinira rahei o te ie tapura am hautar a I whirurihia me te hauwhenua, Belinda.
o ia shikita tenene e pro ere te ye te tapura ha mahutar a matamoro te fatere a hau whenua hamona tātou i te ap eno mātiro ha maitia te tapura fofa i te apor ano porinetia te nei te whaitotor uhuruma piti miria te ha maitia nātua tu te whanhor a tapura fofa whana wai te te hiarai te mhana ai teira wai ti tau hia te hau whenua inha o tupa whaahau tātou rutu i proteine mai COVID te aur ara e imi whaahau te tapura fofa no te pai tātou te rera fofa te tumuia no te wawar aman au te whanhohia i te pepeu iau te man au merito mai te perititini te nei te whaito pe ahuruma ono miria te tapura fofa i titau hia i rato i te tapura fofa ahuruma iwa miria patahia no te pai tātou after turuta e tō ahuruma hitu miria patahia no te mau upuar a te hau whenua pai anei te mau te iete o re rā te mau rawe o hipai te mana raunua tua trara hariu tātou na te perititini ho te hau whenua e ho o mai tātou te te moha apapura hau ratu perititini marurut whatar ame te tei teme no oi tu i tēne tau apuru ana tātou mea fofa te e whanhora ai te mhana i hoi ohia piti ahuru tauatini hei rā mau rawe o hipai whiwhira i te mhana e tō tautini te riro i te whiwhianan hei Promauro e Yorana pai to tātou wharereira Yorana e Belinda te ieta o e whahiti nei e te hupa mau te ira o te tupu e taro mai te imhana te meara e matutuhia nei i te nei roto i te rapu e tau e opanipani e tātou e taro mai te imhana te hamata mai nei te moratere te haramai o tātou ne aitara e mai te ira tona urara te i mo ta atarawe hupa o te whaeitwhare o te whahepohi e whaeitwhare i te imhana me tano ia tauturu at o hia rātou no te mea i oren e whaoti te mau whatu e hupa e te avaru i rātou i te tātou e hina arora i te rira no ria te i opuar tā mātou e i wawau mua i te mo papa e wea o i hoi te imira ai te mo rāw e atua ia horohi e te hupa roto i te mo whatu e hupa nā roto i te mo patur ararhei e tupu i roto i tu tātou ne whenua e pieho te mo rāwea no te tauturu ai rātou i hā rātou i a te avaru i te mo tātarawe hupa tauturu ki tātarawe hupa tauturu at orata mo te heti no ria i te imhana te whiwhine i hoa tātou no te mea ai te rawai mai te ira te moni mātou no tātou no te mo ohupara rahe promo hare hoa tātou e tārhoi te moni roto i te mo awhata moni e te rirei hoa te mo rawe a mata muaro e ti tauhia no te whatupura i te mo ohupara rahe te piti rā te ia te pēpēra i te whēarawe hupa e ti tauhia te moni noroto atu i tā tātou a whataiho te moni noroto mai te tute e te rira tā mātou e mātutu nei te imahana e hio ai te ane e rawa i te ie moni matamua te ie tarauhi e tātou e tamata pai te ine hamata i te ine te tua tapapai te piti o te tuha e ni te whrani e whainine mai te rira no te turu rāia i tā tātou whēarawe hupa Maruru me te perititinia te mo whahuahuar au tēnei wawar aman ai rawei te pepe i te epo i roto i tā tātou wea te papu e te rea tu te perititinu te hau whenua i te whenua whrani i te hepetoma i muri nei Maruru me te Belinda tumatariri tēnā o tuia a hiro te rorotua no tātātuia a hohoa te ie atoa whaura e riro pai te a mama mai i te amau a te hau whenua in hā wani o ia i te ADT i arawe i te tia au nā taua amanuruwa no popora reiroa e nukuhiwa ua tu rima te whaaterehau Jean-Christophe Buisu e te pautino ADT te prof au te pupu nei te upo nei te hau whenua iriti nā taur amanurewa e toru atu ora i te mau whenua no te ara te mau apapura hau atu mai rutu atu ia Jean-Christophe Buisu uiwihia i nā siora inu Rawo Jacques Damour. Nā toi te i rāwea te tenei tātou e te venei te i mana whaahutu ai te mau tāmotu e whaatupu hipa e toi te mau motu nā toi te parano no whari rātere, nā toi te parano no tātātou mo freiti, te orai tātātou i rapa, e titohia i anenhe te i mau manurewa e tere awhoro mai, roto i te i mau motu. Woti tātou e manohia e hāmau te tātua rā o te mohamai te toi te motu no te hiti. E mai tautu i te matau nei te mau whatu te i te opuar awhaer a ohipa e riro i te tupu i te hepeto mai muri nei. Te anine hoi te mau rawa ohipa i a paruruhia rātou, i a rātou wahira wera a, no rirai nā pōra o whaar i hia rātou e te tomitara teitei, te whā e imi hoi te rāwe e iha, te whaer a ohipa i a tupu, wharo mai tātou i a Christophe Ple e Olivier Kressman hurihe mei e Eric Tama. Te hinaro mau o te moti au pupu, i arawehia te hoi haapa arira, no tata e tapa mai nei.
te roto te rira te rato moanira. I tomato ne pā te whiruria toni mātou te parau o te wharawaira fofa. No rira e rero atu te mea ohi. Te mea papu rai atua te mai Covid, te mhatua ia te muhama war ano te motaiti. No te mea, e ita te rewa hipa, e ta mei te ohipa, na vai e au fau. E mauira te rai tano ia tua tapapahia, na vai e au fau te mot ata. Trai te me utu te o te motumu proite porto i ta utuna a vea trahoma hopero te vea poto nā tātou. Wharere ia tātou i te e pō mai te peu te tam ara o toa tam amait ei parhaiana. Yaorana Kuraora e Nakoto Waronga Kauhanui, bienvenue chez vous dans votre Wharemaori. Si vous êtes à table, bon appétit. Yorana à toi, Éméré. Je te retrouve un peu plus tard sur Tiperui. À tout à l'heure. O ia maruru mai tai lo vaina ia ora na hua herema tato te wharereira i rutu te whanor a wharema ohi i nā tatou. No te imhana, te mo manihini te whaatahia mai no tā tatou whanor a teiroa te iha ap ir ai puha ap ir a prohia kurbi flie o te iriti tōna mo uputa i te ie hepeto mam eri eni e hi o mai tatou te mo ohi pa api tā ratou i whanho mai i roto truar a o te mateiti. E whaari ato o me tatou te tei manihini tuiro i te whenua whrani o mātou at ohia i te heiti nei, o ia i te wahine himene tuira o Sloan o te whaine nera i tō e taurua himene i te ima te heiti mua. Te temi whari me tātou manihini mā tā mua, hau ara e tā mai tōraro. Alors oui, j'ai le plaisir d'accueillir Magnolia Lo de la CCSM. Avec elle, nous allons parler de ce programme Tumu qui a vu le jour il y a quelques semaines de cela. Sa première expérimentation a eu lieu dans la commune de Fa'a. Mais avant de vous en dire plus, Magnolia Yaorana. Yaorana Emiri. Alors, comme je le disais, ce programme est né il y a quelques semaines. Il a été initié par Prism. Prism est un service de la CCISM qui accompagne les porteurs de projets. De quelle manière, Magnolia? Alors, Prism, effectivement, est l'incubateur de projets innovants de la CCISM. Donc, c'est un service de la CCISM. Et cet incubateur est né en 2017. Donc, on accompagne des promotions d'entrepreneurs sur 6 mois, 1 an, en faisant un coaching et un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire des mini-formations avec des mentors bénévoles. On met à disposition aussi un lieu où ils peuvent venir travailler et surtout échanger et rencontrer les autres entrepreneurs de leur promotion. Et on les met aussi en relation avec des partenaires, des financiers ou des grandes boîtes du Fénois. Alors, le programme Tumu a été lancé il y a quelques semaines sur Fa'a. Comment avez-vous procédé pour la mise en place de ce programme? Alors, donc, le programme Tumu, c'est un projet pilote que Prism a mis en place en partenariat avec FAS. On a également fait appel au contrat de ville de l'agglomération de Papeete. Donc, on a lancé ce programme très rapidement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des acteurs du terrain de la commune de Fa'a pour connaître notre cible, en fait, pour savoir quel était le besoin des porteurs de projets de la commune. Donc, on a dû adapter nos formations, notre contenu, pour qu'il soit court, pour qu'il soit adapté aux besoins de cette nouvelle cible que l'on ne connaissait pas forcément. Alors, combien de bénéficiaires y a-t-il eu? Et on a fait appel... Oui, je te laisse terminer. Il y a eu 12... oui, pardon. En fait, c'est un programme qui était en plusieurs étapes. Donc, il y avait donc, en fait, la première étape, c'était une journée d'émergence, on appelle ça.
En fait, c'est tout simplement des ateliers où une trentaine de personnes a participé. Et donc, en fait, le principe, c'était de les mettre dans la posture d'entrepreneurs. Donc, concrètement, on les a dispatchés en équipe de 4-5 pour qu'ils travaillent sur des scénarios d'entreprise. Des scénarios, par exemple, sur l'agriculture, donc mettre en œuvre son business. Donc, qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix, comment je communique là-dessus, comment je distribue mon produit. Donc, en fait, ça, c'était la première phase du programme Tumu. Et donc, à l'issue de cette journée, on a proposé un accompagnement plus poussé d'une semaine, donc de 5 jours plutôt, aux volontaires qui avaient participé à ce programme. Et donc on a sélectionné du coup les profils qui nous paraissaient les plus motivés, qui avaient des projets et qui voulaient du coup participer, qui étaient volontaires pour participer à la deuxième phase de l'accompagnement, donc le programme Tumu, accompagnement de 5 jours. Alors, bien entendu, il y a eu un certain nombre de coachs qui vous ont accompagné sur ce programme. Je suppose que vous souhaitez l'étendre avec d'autres communes. Ça se passe comment, Magnolia? Si d'autres communes comme Papeete et à Papara, ou peut-être même dans les îles, veulent bénéficier du programme Tumu, ça se passe comment pour pouvoir faire bénéficier au maximum? D'accord. Oui, effectivement, notre ambition, c'est de déployer ce programme à toutes les communes du Fénois. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter directement via notre Facebook, donc Prism Tahiti, ou par mail. Tout est sur notre site, tout est sur notre Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler et nous demander et on verra comment on peut vous accompagner pour déployer ce programme sur votre commune. Une dernière question, Magnolia, avant d'accueillir Giliana. Pour les coachs, c'est vous-même qui les cherchez ou bien il y en a peut-être qui se reconnaîtront au travers du descriptif que tu as donné, ils peuvent également se rapprocher de vous pour vous accompagner sur la mise en place de ce programme? C'est vrai que... Oui. Alors, pour le moment, on a vraiment fait appel à des coachs, à des formateurs que l'on connaît, parce qu'on voulait vraiment prendre des personnes qui font partie de notre communauté, qui connaissent nos outils et nos méthodologies chez Prism. Voilà, donc pour le moment, on a fait appel à surtout des coachs entrepreneurs, donc comme Heyura de Speak Haiti, Kohu Barcinas de Destination Marquise, et c'est vrai qu'on a vu que c'était un plus parce qu'il pouvait vraiment s'adapter à la cible. En plus, il pouvait donner des exemples concrets lors des formations. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Qui sait, peut-être que moi aussi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont des outils qui peuvent servir à tout le monde. Dans quelques instants, nous allons accueillir Giliana juste après notre jingle. Giliana Temahu est l'une des porteuses de projet qui a bénéficié du programme Tumu. Giliana, Yaurana. Alors, toi, tu as proposé comme projet la création d'un EHPAD. C'est bien ça? Exactement. Donc, j'ai pour projet d'ouvrir un établissement d'hébergement pour personnes âgées, construit et aménagé selon les besoins d'une personne à mobilité réduite pour que ce soit plus accessible à tous. Alors, lorsqu'on a discuté par téléphone, tu sembles savoir ce que tu veux, où tu veux aller. Pourquoi avoir voulu participer au programme Tumu? Alors, tout d'abord, en fait, j'ai participé au programme Tumu parce que ça tombait justement au moment où moi, je voulais faire mon projet. Et c'était très instructif, en fait, d'avoir participé au programme. Alors, quels sont les outils ou quelles sont les techniques de vente ou de présentation que tu as pu acquérir? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de participer à ce programme? Quel est le petit plus? Alors, le fait d'avoir participé au programme Tumu, ça m'a permis en fait de restructurer toutes les idées de départ que j'avais.
les idées qui étaient un peu désordonnées. Et grâce à ça, j'ai pu me fixer les objectifs et travailler au mieux sur mon projet. Grâce à toutes les thématiques qui ont été données, comme comment présenter son projet, qu'est-ce qu'une étude de marché, en gros, qu'est-ce qu'un entrepreneur. Et donc, quelques semaines après, où en es-tu? Est-ce que ton projet initial a évolué, s'est étoffé, s'est développé? Si oui, de quelle manière? Alors, pour l'instant, je travaille en tant qu'auxiliaire de vie et donc j'ai un accompagnement et un suivi juste après les 5 jours de formation que nous avions eus. Et ça m'aide beaucoup en fait. Et par rapport à d'ici là, j'ai le temps de me former et d'acquérir toute l'expérience et d'avoir beaucoup plus d'informations pour pouvoir aboutir à mon projet. Eh bien, merci Giliana, je te souhaite bon courage. Ton projet, c'est un projet de cœur. Merci beaucoup. Il n'est pas évident à mettre en place, donc je te souhaite tout le courage que tu mérites et j'espère que d'autres personnes s'associeront à toi pour t'aider à monter ton projet. Merci encore d'avoir été avec nous, Giliana, et bonne continuation. Nous, on va retrouver notre Lovaina du côté de Tiperoui. J'espère qu'elle a pu nous dénicher de beaux trésors. On compte sur toi, Merci Lovaina. Emery. Bien, zone industrielle oblige. Je pense que vous aurez droit à quelques bruits de machines. Les artistes sont partis en pause déjeuner. Et du coup, j'en profite pour fouiner un peu. Et j'ai trouvé ces belles pièces. C'est le travail de HTJ, de son nom de scène, John. Et puis voilà, je fouille dans les placards. Les garçons, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Il y a essentiellement des artistes masculins dans ce lieu, le Hamani Lab, et j'ai trouvé ça dans ce placard. Il y a d'autres œuvres, je vais te les montrer, je vais essayer de te montrer le maximum de choses. Tu as vu, on travaille surtout des skates, des planches de surf, j'adore, je suis vraiment bien ici. Et il y a ce Mickey travaillé par l'artiste Chronos, et ici des pièces, des toiles plus récentes. Regarde. Alors, pour rappel, cet endroit qui se situe à Tiperoui est mis à la disposition de nos artistes grâce au ministère de la Culture. Et du coup, ils peuvent s'adonner à leur art. Tu as vu, il y a un grand espace. On ne dérange pas les voisins, ça c'est sûr. On n'a pas de voisins. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit en début d'émission, je vous présenterai le travail de Sébastien. Il est en ce moment sur une toile qui nous parle du tapa. Et là derrière, cette fresque magnifique, Emery. Merci. Et puis, je te rends l'antenne sur Pamat. Et je te retrouve tout à l'heure avec Sébastien. Il nous en dira plus sur ses toiles, sur son travail. Pas de souci, nous serons devant nos écrans pour découvrir les œuvres de Sébastien et des autres artistes présents au Hamani Lab. Nous allons accueillir Patrick Lopez-Dio, le directeur de l'école supérieure Cours Bufflier. Patrick Yorana. Bonjour Emery, bonjour à tous. Alors, comme je l'ai dit, les cours Bufflier ont ouvert leurs portes la semaine dernière. Mais avant de revenir sur cette rentrée, le cours Bufflier a été fondé en 1971 et et proposé des cours de dactylographie. Depuis, l'école a bien évolué, Patrick, mais de quelle manière ? Alors effectivement, l'école va bientôt fêter ses 50 ans. C'est une école qui a su évoluer en fonction des besoins des gens, des entreprises. Aujourd'hui, c'est une école qui s'est spécialisée dans 2 domaines. Le domaine de la formation diplômante post-bac, donc après le baccalauréat, et la formation continue, notamment pour les salariés ou toute personne qui cherche à acquérir des compétences supplémentaires. Alors, cette année, vous obtenez un taux de réussite de 100% pour les étudiants en BTS comptabilité support à l'action managériale. Comment l'expliquez-vous ? Alors d'abord, on est évidemment très heureux pour nos étudiants et d'une manière générale pour tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme cette année. On sait tous qu'on a vécu des mois un peu particuliers avec le Covid-19. Donc voilà. Après, comment on l'explique sans forcément dire la réussite de cette année, mais d'une manière plus générale, ces dernières années, on a réussi à avoir de meilleurs taux de réussite, certainement parce qu'on cherche à s'améliorer chaque année, on cherche à avoir aussi des étudiants le plus motivés possible.
Ça, c'est très important pour la réussite, d'être motivé par ce que l'on fait. Et puis, beaucoup de passion de la part de l'équipe pédagogique, évidemment, beaucoup de bonnes choses. L'autre élément important de nos formations, c'est évidemment l'alternance. Le fait qu'on ait des étudiants en alternance qui sont 3 jours par semaine à l'école, mais 2 jours aussi en entreprise tout au long de leur formation, fait que les étudiants ils pratiquent leur métier déjà, ils acquièrent plus d'expérience, ils ont plus de pratique dans les dossiers qu'ils vont présenter aussi à l'examen. Donc l'alternance fait que ça permet de maintenir tout le monde un petit peu sous pression, dans le bon sens du terme. D'accord. Alors, il y a certes les étudiants, mais est-ce qu'une personne comme moi, par exemple, qui a déjà un travail, je peux éventuellement suivre des cours chez vous? Il y a une formule adaptée aux salariés. Et ça sera avec plaisir que je t'accueillerai, Émérite. Il y a du travail. La tâche ne sera pas ardue. Donc, oui. On aime bien les challenges. Donc, il y a cette possibilité. Alors, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, chaque année, nous avons des profils d'étudiants vraiment très diversifiés. Cette année, par exemple, en BTS Compta, j'ai des jeunes gens de plus de 40 ans qui vont intégrer notre formation parce qu'elles cherchent à changer de voie, tout simplement, à se reconvertir. C'est des personnes qui ont d'abord fait en sorte de s'occuper de leurs enfants, et une fois qu'ils ont pu avoir stabilisé ça, elles s'occupent un peu plus d'elles. Je dis elles parce que souvent dans notre école, on a beaucoup de jeunes femmes. Tous les profils sont les bienvenus. C'est pas une question d'âge, c'est une question de motivation surtout. Alors, comment ça se passe pour la prise en charge? On va revenir aux étudiants, pour la prise en charge des frais de scolarité, frais d'études. Ça se passe comment, Patrick? Alors c'est assez simple dans le sens où on est une école privée, donc forcément la scolarité est payante au cours Biflier. Ça peut paraître onéreux, ça l'est d'ailleurs. Ce sont des budgets relativement importants puisqu'on parle de 450 000 francs par année pour un BTS par exemple. Donc la prise en charge, elle est souvent pour les étudiants eux-mêmes, c'est à eux de trouver des ressources. Donc la plupart du temps, soit c'est des économies, soit c'est un prêt étudiant. Ça peut être aussi parfois aidé par certaines institutions. Notamment, ça peut être par le complément familial de la CPS parfois, mais dans certains critères. Ça peut être aussi une aide grâce à la bourse territoriale de la DG2E. Et puis, depuis 5 ans, on a mis en place avec le CEFI la possibilité de le faire en apprentissage. Il faut juste faire attention, cette année en particulier, pour des raisons liées au Covid notamment. C'est pas la seule raison, mais il n'y a pas de possibilité d'apprentissage cette année. Mais depuis 5 ans, sinon, nous avions des étudiants. Tout à l'heure, je crois que vous aurez la chance de pouvoir écouter Elama qui vous en parlera. Alors, tu parlais de ce stage en alternance dans les entreprises. Cette collaboration se fait grâce au travail de recherche des étudiants, ou c'est aussi les cours Biflier qui accompagnent et qui étoffent un peu plus ce partenariat avec les entreprises qui veulent bien accueillir les étudiants? Alors c'est bien d'en parler parce qu'on ne pourrait pas faire notre métier de formation et de formateur sans le soutien des entreprises publiques ou privées du territoire. Donc effectivement, moi je le dis chaque jour parce que c'est important, les entreprises polynésiennes dans leur grande majorité jouent le jeu d'accueillir des étudiants en stage, en alternance, parce que c'est une manière pour eux de voir un petit peu ce que font les jeunes, comment ils apprennent, comment ils acquièrent leurs compétences. Et l'alternance pour cela est vraiment un point positif puisque un étudiant qui aura passé 1 an et demi ou 2 ans dans ton entreprise 2 jours par semaine, tu as eu le temps de voir un petit peu à qui tu avais affaire, de le tester, de le faire monter en compétences d'ailleurs. Et donc voilà. Pour répondre à ta question initiale, dans la recherche de stage, bien entendu que ça fait partie de la démarche pédagogique de dire aux étudiants de chercher par eux-mêmes les stages, c'est une évidence parce que c'est pas facile, il faut qu'ils apprennent aussi à les chercher. Mais évidemment qu'on les aide et qu'on laisse pas les étudiants seuls. On a la chance d'avoir constitué un vivier d'entreprises qui nous font confiance depuis pas mal de temps et on a ce petit réseau qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer des stages à nos étudiants. D'accord. Eh bien, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. On va accueillir l'une des anciennes élèves, une ancienne élève des cours Biflier avec nous. Un dernier mot pour clore notre entretien, Patrick? Alors, tout simplement, cette année, on a 2 nouveautés. Le Bachelor Marketing et le Bachelor QSE. C'est des diplômes accessibles après un Bac+2 pour 1 année d'études.
Et c'est vraiment la nouveauté pour nous et c'est ce qu'on veut mettre en avant cette année. Donc les inscriptions sont ouvertes et les cours commencent le 24 septembre. Et bien sûr, vous pourrez vous rendre sur le site des cours Bufflier ou la page Facebook ou éventuellement appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Maruru Patrick, on va continuer notre émission avec Hirama dans quelques secondes, mais avant tout, jingle. Alors nous avons pu en apprendre davantage sur les cours Bufflier grâce à Patrick. À présent, nous allons accueillir une ancienne étudiante des cours Bufflier qui, elle, pourra témoigner de son insertion professionnelle. Hirama Yorana. Yorana. Alors toi aussi, tu as étudié, tu as été l'une des étudiantes du cours Bufflier. D'abord, avec qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire au cours Bufflier? Parce que ce n'est pas la seule institution à proposer des apprentissages, à proposer des études. Pourquoi ton choix s'est porté sur les cours Bufflier? En effet, le cours Bufflier n'est pas la seule institution. Par contre, avant d'intégrer justement le cours Bufflier en BTS comptabilité et gestion, j'étais serveuse dans un restaurant où une des professeurs qui m'a aidée jusqu'ici m'a parlé du cours Bufflier et m'a parlé aussi de cette alternative de travailler en alternance, c'est-à-dire d'avoir un travail rémunéré et passer un diplôme comptabilité et gestion. D'accord. Alors, combiner son activité professionnelle et ses études, est-ce que c'est facile? Moi, j'appréhende un peu. Si toutefois je me lance, j'appréhende un peu. Donc, comment as-tu conjugué les deux? Alors déjà, quand tu n'es pas intégré, c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais dès que tu es dedans, en fait, tu prends l'habitude et tu te lances. Et dès que tu aimes ton métier, l'entreprise que tu as choisie, qui t'a accepté, ainsi que de connaître aussi ceux qui te forment dans la comptabilité, tu ne peux que prendre la route et aller là où le vent t'amène. Au niveau des cours Bufflier, vous propose un accompagnement personnalisé? Vous êtes mieux accompagné, mieux orienté? Alors au niveau du cours Bufflier, eux, ils nous apprennent, par exemple, au niveau de la comptabilité, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler comme il faut dans l'entreprise qui nous accueille, pour les bases, etc., etc. Après, on peut avoir des conseils à l'extérieur, mais on est très bien accompagné, ça c'est sûr, mais il faut être motivé et savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin pour réussir, et ça va marcher. Est-ce que tout au long de ton cursus, à un moment donné, tu as envie de décrocher, de laisser tomber parce que c'était trop dur ou que tu n'avais pas le temps de t'organiser ou... Alors non, ça m'est jamais arrivé en tête parce que j'ai déjà arrêté une fois, j'étais au lycée. Du coup, le fait de reprendre, ça m'a plutôt, donné encore plus envie de réussir. Et cette fois-ci, de ne pas lâcher. Après, il y a l'équipe qui est là, qui n'est pas comme les autres. Ils sont très professionnels et ça te donne aussi d'être professionnel et de travailler mieux. Eh bien, merci. Merci pour... Au cours Bufflier. Eh bien, merci d'avoir témoigné pour nous, pour ces jeunes qui hésitent encore, qui se cherchent, qui ne savent pas quelle voie choisir. Merci d'avoir témoigné pour celles et ceux qui, peut-être, auront envie de s'inscrire au cours Bufflier. On te souhaite bon courage dans tes futurs projets et on te remercie de nous avoir accordé un peu de ton temps. Nous, on va repartir du côté de la vallée de Tiperui en espérant cette fois-ci voir qui est Sébastien Caneto avec Lovaina. Merci Éméré, je vous l'annonçais un peu plus tôt dans l'émission, on va rencontrer notre artiste sur les lieux ici au Hamani Lab, Sébastien Yorana. Sébastien, j'aimerais qu'on se concentre sur cette toile pour notre premier plateau ensemble. Tu racontes l'histoire du tapa. Oui, cette toile a été créée pour l'exposition à la bibliothèque universitaire sur le thème du tapa. Qu'est-ce que tu as voulu représenter dans ton dessin? J'ai voulu représenter l'inspiration qu'avaient les femmes quand elles utilisaient
le tapas et quand elle cherchait le bois et qu'elle tapait, quoi. Ta manière de travailler en tant qu'artiste est très moderne, puisque à la fois tu te documentes, mais aussi tu travailles avec un ordinateur, des machines. Explique-nous un peu ta façon de travailler. Ben, sur cette œuvre, j'ai essayé d'utiliser les techniques d'aujourd'hui. Donc, je travaille notamment sur les ordinateurs, sur les iPads. Et ensuite, j'ai utilisé aussi des machines de CNC fraiseur. Donc, c'est des machines automatisées. Donc, on travaille sur des dessins vectoriels. Et ensuite, la machine va graver le bois. Voilà. C'est ce qui t'a permis de faire le support de ta toile. Donc, je pars d'un dessin et j'arrive à une sculpture, en fait, avec mon dessin. Et ensuite, j'ai des techniques donc, de peinture à l'huile. Et après, j'ai utilisé la peinture à l'huile pour créer mon illustration. Tu as un travail qui est le travail d'un infographiste. Qu'est-ce que tu me parlais d'une déesse que tu as voulu représenter, la déesse de la nature. Qu'est-ce que raconte ta toile, en fait? Ben, comme je viens de te dire, ce que j'ai voulu représenter, c'est vraiment l'inspiration. Tu sais, quand les femmes devaient taper sur le bois, cette inspiration de la création, en fait. D'accord? Donc, je me suis imaginé qu'en fait, l'inspiration transpirait à travers le bois et allait dans le battoir. Hein, et donc, j'ai voulu montrer l'énergie autour du battoir. Et voilà. Et c'est ce que ça donne. Voilà, c'est ce que ça donne. Tu as utilisé plusieurs dessins. Comment s'est effectué le travail d'infographie? Voilà, je travaille sur c'est pas d'infographie, c'est du dessin pur en fait. Sauf qu'aujourd'hui, le dessin, il peut se faire sur papier, sur bois, mais aussi sur tablette. Et il n'y a pas besoin d'être infographiste. Il suffit juste de dessiner, d'être inspiré, et ensuite d'utiliser ces outils modernes pour la création. Pourquoi avoir choisi les outils modernes, justement? Pour vivre dans son temps. Voilà, pour vivre dans son temps. Et puis c'est des outils, ce n'est que des outils en fait. L'important c'est le résultat surtout. Tu vois. Après le chemin par lequel tu passes, l'important c'est d'avoir un raccourci entre son cerveau et l'œuvre présentée. Tu vois. Donc c'est des outils qui permettent d'avoir une certaine réactivité et rapidité. Voilà. Eh bien, Sébastien, merci. On reviendra un peu plus tard dans notre Whare Maori pour parler des autres pièces qui sont ici. J'aime bien cette création d'univers que Sébastien crée au travers de ses toiles. Et on vous en parle tout à l'heure, Émiry. En effet, Lovaina, mais on va rester dans le domaine artistique parce qu'à présent, nous allons accueillir Sloan. Oui, je suis fan aussi de Sloan. Hein. On a tous aimé ce titre, Besoin de rien, envie de tout. On a tous été amoureux. On a tous connu les belles époques, l'âge de l'innocence. Sloan, Yorana. Bonjour Émiry, ça va? Je t'envie, on a envie de te rejoindre dans ce magnifique cadre, de boire un jus de fruits et puis d'apprécier le soleil et de danser et chanter sur Besoin de rien, envie de toi. Alors tu vas bien Sloan, tu es rayonnante. Oui, je vais très très bien. Moi, à partir du moment où je suis ici, je vais bien. On dirait que tu es restée bloquée dans les années 80, vraiment. Tu es restée pétillante. Je reste dans les années 80. Je suis complètement chanteuse des années 80 et je le resterai. Alors, on va en parler, ça va venir dans la conversation. Avant, on va revenir sur ton parcours. Parce que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Tu es là dans notre émission parce que nous t'avons invité. Tu as participé à la commémoration des 40 ans de la disparition de Joe Dassin. Tu as été l'une de ses choristes, mais avant la chanson, avant de collaborer avec lui, ta carrière de chanteuse commence, j'ai envie de dire, à l'âge de 8 ans. Sloan. Oui, à l'âge de 8 ans, j'étais soliste dans une chorale d'école. Et le jour où j'ai fait le premier gala pour les parents d'élèves, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et j'en ai pas démordu, j'ai fait des études, mais je suis restée chanteuse et après compositeur. Et je continue toujours. Alors, à l'âge de 22 ans, ça tu le dis pas ou tu n'as peut-être pas envie d'en parler. À 22 ans, tu continues, tu es choriste, mais pour des grandes stars. Il y a eu Dave, il y a eu C. Jérôme, le premier album de Céline Dion, s'il me semble.
Oui, Céline Dion, le premier album, elle avait 13 ans et avec ma petite sœur Pascale, avec qui je faisais les chœurs, on a chanté dans le premier album de Céline Dion. C'est vrai. Donc je l'ai connue petite. Et là où ta carrière décolle, c'est lorsque tu as composé Besoin de rien, envie de toi. C'était en 84, c'est bien ça? C'était en 84 et c'était en fait une phase B qu'on m'avait demandé de faire. J'avais 2 heures pour faire la chanson et je l'ai faite en un quart d'heure. Et c'est devenu Besoin de rien, envie de toi. Alors, composer une chanson en 20 minutes, il faut que tu me donnes la recette, Sloan. Je demande, on m'envoie. Non, c'est un métier aussi. Mais c'est vrai, moi je suis, les artistes, on est tous avec des guides, voilà, les créateurs. Pour moi, il y a quelqu'un au-dessus de nous et je demande, j'ai dit, il faut vite m'envoyer quelque chose parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et on était en studio, je suis partie au premier étage avec ma guitare et j'ai dit là il faut que j'aille très très vite et puis on m'a tout envoyé en l'espace de 20 minutes. Alors des bonnes choses, il t'en est arrivé. Il y a eu des tournées en France, il y a eu aussi le film Star des années 80 dans lequel tu as le premier rôle, le premier rôle féminin, c'est bien ça? Oui, le premier film. C'est bien ça, dans le premier film. Le premier film de Star 80, j'ai eu le premier rôle féminin et j'adore tourner, j'adore le cinéma. Quand on est artiste, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Sur une scène, dans les tournées des années 80, j'ai la chance d'y être voilà, depuis les années 2000. Donc en fait, je n'arrête pas. Et c'est formidable d'être toujours là avec un seul tube. Bien sûr, je chante d'autres choses sur scène. Et je fais des galas privés en dehors. Même ici, je chante aussi voilà, sur Tahiti, sur la Polynésie française. Et je suis très, très heureuse d'être ici et de chanter aussi les années 80 parce que mon spectacle, ce ne sont que les années 80. Alors, tu prépares aussi un projet artistique pour l'année prochaine. Il y a cette tournée des années 80 avec les stars de ton époque. Vous faites vibrer la France grâce à votre tournée. Est-ce que la tournée va voyager en Polynésie? Alors justement avec Sonia Aline, on est en train de monter ça pour 2021. Alors ça va être un gros plateau des années 80 parce qu'on peut pas emmener tout le monde, ça ferait trop de monde, mais on est en train d'y travailler avec Sonia et il va y avoir un plateau magnifique en 2021. Alors la date, je peux pas vous la donner parce que tout va dépendre de comment tout va se passer, bien entendu dans le monde entier. Mais les années 80 ont très très envie de venir ici et moi je serai la première heureuse et mes amis en France ont hâte. Voilà, ils ont hâte. Phil Barnet, Jean-Luc Lahaye, Io, voilà. Nous aussi, on a hâte. Alors, une petite parenthèse avant d'accueillir ta fille. On parlait de la commémoration des 40 ans de la disparition de Joe Dassin. Comment l'as-tu connu ou as-tu collaboré avec lui? Je l'ai connu en fait, Joe Dassin en studio d'enregistrement. On m'a demandé avec ma petite sœur de venir faire les chœurs. Et c'était la chanson « Et si tu n'existais pas ». Et on est venu avec ma petite sœur faire les chœurs et j'ai rencontré Joe Dassin en studio. Et c'est un homme qui était très réservé, assez timide, adorable. Et on a passé en fait 48 heures en studio parce qu'il n'y avait pas que cette chanson-là. Et c'était vraiment quelqu'un de vraiment adorable. Je l'ai pas rencontré longtemps, mais je l'ai adoré. Et quand il y a eu effectivement la commémoration des 40 ans de son décès ici à Papeete, juste au-dessus de la chocolaterie de ma fille vous en parlera, mais on a décidé de lui rendre un hommage. J'ai fait un medley de Joe Dassin, de ses principaux tubes, et puis ma fille a fait une belle surprise en chocolat. Surprise qu'on découvrira un peu plus tard dans notre émission. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Remercie aussi l'Hôtel Intercontinental d'accueillir nos invités. Le cadre est magnifique. Merci Sloan. Nous, on va repartir à Tiperoui avec Sébastien et Lovaina.
Éméré, nous voilà repartis dans l'univers de Sébastien. Sébastien, on va s'attarder sur d'autres toiles qui sont présentes ici au Hamani Lab. J'ai beaucoup aimé ce côté des poissons qui volent, des baleines avec des ailes. Tu nous as un peu parlé de ta technique très moderne. On utilise beaucoup les outils modernes. On va peut-être commencer. Je vais choisir un tableau et tu m'expliques en fait tout le procédé. J'aimerais qu'on commence avec ce requin. Alors, mon process, c'est tout simple. J'utilise la tablette comme ça. Je viens ici. Je vais dessiner directement. Je vais faire mon croquis. Voilà. D'accord. Tu dessines avec... Avec le stylet. Le stylet, voilà. Okay. J'ai mon stylet, je dessine, je fais mon croquis, je place mes éléments. J'utilise la technologie pour placer plus rapidement les choses. Je n'ai pas besoin d'utiliser la gomme et tout ça. Donc ça va beaucoup plus vite. Une fois que j'ai fait ça, je projette sur la toile pour passer de à l'aide d'un vidéoprojecteur sur une toile blanche. Pour passer de l'iPad à la toile. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai des doutes sur ma composition ou sur mes couleurs, par exemple, je vais photographier ce que je suis en train de faire. Et au fur et à mesure, donc si je vais replacer certains éléments et je vais, mettre des éléments, voir un peu qu'est-ce que je pourrais mettre, quelle couleur, etc. pour trouver des harmonies beaucoup plus rapidement. Voilà. Tu travailles sur la peinture à l'huile. Est-ce qu'on peut aller sur le dessin de ce memhei avec un poisson volant, un marara, à la fois marara et poisson ballon, des ihi qui volent. Il y a toute une création aussi. Tu me disais hors caméra que c'est le fait d'être devenu papa qui t'aide à... C'est ça. C'est très inspirant d'avoir un enfant parce que je suis passionné par les animaux, par les poissons. J'ai créé carrément un bassin chez moi pour observer les poissons. Je suis passionné des oiseaux. Et avec mon enfant, de lui montrer au quotidien les oiseaux, les animaux, toute la nature qui nous entoure ici et qui est foisonnante, du coup, je me suis dit que c'était intéressant de le prendre comme sujet. Et puis, je me suis dit également que ça allait être ludique aussi de transformer un peu les choses. J'ai vu un papillon et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, allez, on va mixer un peu les animaux entre eux et puis faire des références. Là, il y a des tikis sur un varro qui se promènent. Là, on a Tintin qui va se promener. Là, on a Harry Potter, etc. Des références à l'enfance, quoi. Voilà. À cette imagination. Voilà, il y a un côté surréaliste. Là, on a des poissons qui jonglent, par exemple. Pourquoi pas. Sébastien, il y a aussi cette technique de la peinture à l'huile. Comment est-ce qu'on procède lorsqu'on peint avec ce média? Là, pour cela, la précédente était de l'huile. Là, pour l'instant, je suis qu'à l'acrylique. C'est après que je passe à l'huile en finition. Mais donc, la technique, c'est je pars de foncé. Donc, je mets des couches foncées. Et plus j'avance dans le process, et plus j'éclaircis. Voilà. Est-ce que je peux voir l'évolution sur ta tablette de ce tableau? De celui-ci? Tout le chemin que ta tablette graphique a parcouru pour en arriver là. Donc on a en premier lieu le croquis. Ensuite, comme ça. Donc on a différents éléments. Un système de calque. C'est le système de calque, voilà, de transparence. Ça permet de gagner un temps fou. Là, je crée des ambiances. Oui. C'est pas définitif, mais ça me donne déjà une idée de l'approche, quoi. Et ensuite, je peux poser aussi mes éléments comme ça pour déterminer en fait les zones de lumière, d'où vient la lumière, etc. Les ombres vont être portées, où ça, etc. Voilà. Mais après, le gros du travail se fait directement quand même sur la toile. Quand même. Voilà. Le plus intéressant sur l'iPad, c'est surtout le dessin, le croquis. Voilà. Après, là, je fais mes peintures. C'est une entrée en matière et tout le reste se fait vraiment dans le travail. J'ai vraiment des doutes, je prends en photo et je retravaille sur la tablette la couleur, mais je préfère travailler directement quand même la couleur sur la toile. Un vrai artiste. Voilà. Qui utilise la modernité. Et puis, Éméré, si tu me permets, je terminerai ce plateau en disant qu'une culture qui n'évolue pas, c'est une culture qui est amenée à mourir. Alors, pourquoi pas utiliser les outils d'aujourd'hui pour parler de notre Polynésie, pour parler de notre si belle culture. Ce sera le mot de la fin si vous êtes encore à table. Bon appétit. On se retrouve dans une prochaine émission. Nana!
Nana Lovaina, Nana Sébastien. Nous, on va dire bonjour du côté de l'Intercontinental. On va dire bonjour à Morgane. Morgane, Yorana. Yorana. Alors, merci d'avoir fermé ta boutique le temps de l'émission. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais on tenait absolument à te recevoir dans cette émission pour parler de cette commémoration, la commémoration de la disparition de Joe Dassin. Ça fait 40 ans qu'il a disparu. Comment as-tu été amené à travailler sur cette commémoration? C'est tout simple. En fait, il y a les dirigeants du centre Vaima qui sont venus me voir. Ils avaient regardé un petit peu sur mon compte Instagram ce que je faisais avec le chocolat. Ils étaient intrigués. Ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose sur Joe Dassin au chocolat. Évidemment, j'ai dit oui. J'aime bien les défis. J'aime bien la nouveauté. Donc voilà, on a été en partenariat ensemble pour cet hommage. Alors pour avoir une petite idée du buste que tu as réalisé, peux-tu nous donner ses dimensions? Donc le buste fait à peu près 65 cm de haut. Il y a environ 35 kg de chocolat. Voilà, après c'est quand même très imposant, c'est très lourd et très fragile. Alors le chocolat, on va en parler avec toi puisque tu as ouvert ta chocolaterie il y a quelques semaines à peine. Oui, tout à fait. J'ai ouvert ma chocolaterie il y a environ 2 mois. Donc c'est encore tout jeune. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de choses à faire en même temps. Alors, quelle est la particularité de ta chocolaterie? Je préfère que ce soit toi qui en parle. Hein. J'ai été voir un peu sur ton compte Facebook, sur le compte Facebook de la chocolaterie. Ça nous met l'eau à la bouche. Donc, quelle est la particularité de la chocolaterie que tu as ouvert il y a 2 mois? Alors nous, on travaille directement avec la fève de cacao. On essaye de récolter au maximum le cacao en Polynésie pour en faire une tablette. Et on travaille aussi le cacao du Grand Pacifique, c'est-à-dire les îles Vanuatu, les îles Salomon. Bientôt, il y aura les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui viendront s'ajouter au territoire producteur. Et donc on torréfie sur place, on va concasser la fève de cacao et la transformer jusqu'à obtenir ce doux chocolat chaud et liquide qu'après on va venir transformer en cookies, en brownies, en boissons aussi chocolatées ou tout simplement en bonbons de chocolat. Alors tout ce processus de transformation du chocolat, on peut le voir? Oui, tout est visible de la clientèle. C'était justement c'était mon projet. Je voulais vraiment être en transparence totale avec les clients. Dans cette époque du mieux manger où on fait vraiment plus attention à ce qu'on mange et d'où viennent nos produits. Là, ils peuvent vraiment tout voir de A à Z. Ça nous booste aussi, ça nous motive à toujours faire plus, toujours faire mieux. Et au moins les clients, ils savent comment est fait le chocolat et d'où vient exactement ce qu'ils ont dans leur petite étui tablette chocolat ou ce qu'il y a tout simplement dans les supermarchés, puisqu'on fait aussi des produits qui sont vendus en supermarché. Alors j'ai lu aussi dans la dépêche que tu lançais un appel pour pouvoir acheter des cabosses. Ça se passe comment? Oui, tout à fait. En fait, je communique volontiers mon numéro personnel. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent car ils ont des cabosses chez eux. Alors ça peut être juste un arbre, ça peut être 2 arbres, ça peut être 10, 15. Nous, on achète les cabosses au kilo, on fermente les fèves ici sur place et on fait toute la transformation. Et on peut m'appeler aussi si on a envie de planter du cacao. On peut me demander comment on fait, quelle variété choisir. Et surtout comment entretenir le cacaoyer aussi. Et puis par la suite, nous on achète au kilo. Et un dernier mot pour clore notre discussion, Morgane, pour les gourmands. Oui. Pardon.
Non, tout simplement venir à la chocolaterie pour découvrir comment est fait le chocolat. Pour tous les jeunes qui ont vu Charlie la chocolaterie, c'est un peu la même ambiance. On est là, on propose une découverte complète. C'est une vraie expérience entre le chocolat liquide qu'on peut boire, les yeux, l'odorat, le toucher aussi. Donc voilà, c'est tout un monde de gourmandise. Eh bien, merci de nous avoir accordé ce temps précieux d'avoir parlé de chocolat, cette découverte également. On remercie l'ensemble des invités ainsi que l'hôtel, toute l'équipe technique qui a participé à la préparation de cette émission. On vous dit Nana en chanson avec Sloan qui nous interprète « Besoin de rien, envie de toi ». Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois